Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Saclay. On sait que c'est loin, donc merci d'être là cet après-midi avec nous. Je suis Constance d'Agotera, moi je suis directrice de la relation client chez Agotera. Et vous le savez, donc nous chez Agotera, on accompagne des agriculteurs. On soutient, les entreprises contribuent en soutenant des agriculteurs, souvent des agriculteurs proches de leur territoire ou proches de leur chaîne de valeur. Et souvent dans les rendez-vous clients, on se rend compte que la contribution, elle n'est pas forcément comprise. C'est-à-dire que les gens résument souvent ça à des bilans, des crédits carbone. Et pourtant, c'est bien plus que ça. C'est beaucoup plus, c'est quelque chose qui doit avoir beaucoup plus d'impact que ça. Et c'est pour ça qu'on a souhaité faire intervenir Renaud et Mathieu aujourd'hui. Parce que SWIP a l'objectif de créer un indice de contribution en partenariat avec le fonds Mirova, qui est, je pense, dans la salle. Non, finalement non. Et voilà, l'idée, c'est vraiment qu'ils viennent vous expliquer, vous parler de cet indice. Quel est cet indice de contribution, pourquoi ils ont souhaité en créer un, et quel est l'intérêt pour les entreprises de se rallier à cette initiative. Donc, merci Renaud et merci Mathieu d'être ici. Renaud, tu es VP Climate Action chez SWIP. Oui. Voilà. Et SWIP, pour faire très court, c'est une plateforme pour piloter et réduire les émissions carbone des entreprises. Voilà, c'est la version très très courte. Et Mathieu, tu es VP directeur climat chez Veolia. Et Veolia est l'une des entreprises sponsors de la méthodologie pour l'indice de contribution. Voilà, donc je vous laisse la parole. Sur le format, on a bien 30 minutes de présentation, 15 minutes d'échange et 10 minutes de pause. Voilà, ça vous va ? Bon atelier à tous. Merci beaucoup, Constance. Merci. Mais vous m'entendez si je parle comme ça, j'ai l'impression. Ouais, c'est bon. Mathieu, est-ce que tu veux peut-être te dire encore un tout petit mot sur toi ? En présentation comme ça, je fais pas toute l'intro. Tu peux redire ce que tu fais et peut-être ce que fait Veolia. Oui, tout à fait. Veolia, c'est un groupe de services à l'environnement. On intervient dans 3 domaines que sont l'eau, l'énergie et les déchets. Voilà, et donc moi je suis chez Veolia depuis le début de ma carrière, ça fait un petit peu plus de 20 ans, avec beaucoup de plaisir. Je suis hydroécologue de formation. Voilà, et donc aujourd'hui je suis dans la direction développement durable au siège de Veolia et je participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie climat du groupe Veolia. Très bien, moi je vais vous dire aussi un petit peu qui je suis. Je suis le vice-président de l'action climat chez SWIP. Mais j'ai vendu les premiers crédits carbone en Europe en 2007, pendant 10 ans, pour le compte d'une ONG qui s'appelle le GERES, qui existe toujours. Je vous invite à la soutenir et à vous intéresser à ce qu'elle fait. C'est une ONG qui s'est appuyée en fait sur les financements carbone. Je vais peser chaque mot, mais certains pèsent plus lourd que d'autres. Et c'est pour ça qu'on va parler de contribution aujourd'hui. Celui-ci pèse très très lourd. Il n'est pas assez visible. On va expliquer ce qu'on en fait, mais le GERES est appuyé sur les financements carbone pour cofinancer des projets d'accès à l'énergie. Et puis j'ai co-développé la Net Zero Initiative chez Carbon 4 entre 2017 et 2020. Et aujourd'hui chez SWIP. J'aimerais bien, en intro, je voudrais m'appuyer sur ce qu'a dit Marc-André, ça a été vraiment bien. Et j'espère que ça vous a plu aussi, mais il a dit des choses qui font écho à ce que je vais vous présenter. Donc en gros, je vais d'abord vous présenter ce que c'est que cette histoire d'indice de contribution. C'est complexe, mais vous aurez tout le loisir de poser autant de questions que vous voudrez dans la 3e partie. Et après, effectivement, Mathieu, tu vas nous dire pourquoi ça vous intéresse et en quoi ça vient répondre à un manque. En fait, il nous a dit un truc, Marc-André, c'est le rôle de l'entreprise. Et peut-être qu'on peut... Ouais, ça marche. On arrive à un moment en fait, de l'histoire où il y a plusieurs soucis, okay, qui, a priori, devraient tous se régler dans l'année. En tout cas, sur ce sujet-là, du net zéro, de la neutralité, de l'usage des crédits carbone, etc. Le premier problème, c'est que la neutralité carbone, c'est du flanc. À l'échelle d'une entreprise ou d'un produit, c'est du vent. Ça ne marche pas, en fait. On nous le redit depuis des années et l'Union européenne, la Commission européenne s'est saisie du sujet avec une directive, la directive Green Claims, qui va quasiment interdire l'usage de ce terme-là.
Donc on les réglemente, ok? Et on a bien compris que c'était de l'esbrouf, puisque en fait, d'un point de vue scientifique, ça ne fonctionne pas. Le net zéro, il est arrivé en 2018 avec l'arrivée du rapport du GIEC, où tout le monde a compris que plus et moins, ça faisait zéro. Et donc tout le monde s'est dit, ah bah tiens, moi, avec mon plus, j'émets du CO2, et si je finance de la séquestration, ça va faire zéro. C'est super. Et donc, se développent en ce moment même des cadres de définition du net zéro à l'échelle d'une entreprise. Okay. Il y a 2 grands cadres en cours de définition. Le SBTi qui développe son net zéro standard avec une deuxième version qui est ouverte à consultation jusqu'à juin. Et l'ISO, l'ISO 14060 de son petit nombre, qui définit le même cadre pour permettre à des entreprises de revendiquer leur alignement avec le net zéro. Mais on reste dans cette histoire de, en fait, une entreprise, un individu, un produit peut être vierge de tout impact sur son environnement. Et donc, enfin, ça pose un problème. Et derrière le mot de contribution, finalement, donc depuis, je pense qu'avec la Net Zero Initiative chez Carbone 4, on a commencé à ouvrir la porte de la contribution. Et il y a une mésentente, c'est que la plupart des gens et des entreprises ont cru que la contribution, c'était le nouveau nom de la compensation, quoi. Donc, si je contribue, c'est que j'achète des crédits, que je finance des projets, c'est déjà super, mais c'est beaucoup trop réducteur. Et en fait, c'est quoi? Je vous pose une seule question, c'est quoi la première façon de contribuer selon vous? De réduire ses émissions. Donc là, derrière tout ça, on a les plans de transition, ok? Et puis on commence à voir émerger aussi d'autres manières de contribuer, lesquelles? Ouais, ça c'est le résultat des produits et des services vendus, donc c'est des émissions évitées, ok? Mais en gros, dans la chaîne de valeur, par l'usage de vos produits et de vos services, vous pouvez permettre aux autres d'éviter des émissions de CO2, vous aidez les autres à se décarboner. Mais là, dans le cas précis de l'agriculture, vous pouvez aussi très bien, en amont, permettre d'augmenter les puits de carbone en travaillant avec vos fournisseurs. Donc en fait, dans la chaîne de valeur, il y a des leviers de la contribution qui sont fondamentaux et qu'on n'a pas pris en compte jusque-là dans l'action climatique des entreprises. Et enfin, il y a le troisième levier qui est celui des financements, dont les crédits carbone, je vais en parler. Donc en fait, on arrive à ce moment-là de l'histoire où on se dit que plutôt que de parler de siloter les leviers de la contribution, ce serait peut-être pas mal de définir un indicateur donc robuste, avec une métrique accessible à tous. Donc je vous le dis tout de suite, accessible à tous, ça veut dire que le travail qu'on lance, il va être disponible dans 6 mois, si on bosse bien, si on ne s'engueule pas trop, mais on va s'engueuler, je vous jure. On a déjà commencé hier sur le kick-off, et c'était super. Mais c'est open source, d'accord? Donc c'est une méthodologie sur laquelle on se lance à l'origine, Sweep et Mirovar, avec d'autres entreprises. Et donc c'est un indicateur qui se veut transparent parce que méthodologie accessible, open source, basé sur la science, parce que le marketing a fait beaucoup trop de mal jusque-là et qu'on a besoin de revenir à des fondamentaux, aussi imparfaits qu'ils soient. Je voudrais juste rappeler un truc, que le net zéro est mort dès lors que ceux qui critiquent la séquestration carbone et son imperfection, son imprécision, dans sa capacité à dire « Ah, t'as bien séquestré une tonne de CO2, c'est juste ou pas? C'est 1,2 ou 1,5 ?» Si ces mêmes personnes-là ne regardent pas du côté du bilan carbone, ça fait 20 ans qu'on fait du bilan carbone, le niveau d'incertitude et d'imprécision, il est de l'ordre de 50%, si c'est pas plus, quoi. Donc il faut faire la paix avec cette imprécision, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est juste faire apparaître le pouvoir contributif des entreprises pour mieux révéler leur rôle et leur levier de contribution à la neutralité. Donc on a embarqué pas mal de monde, je crois que c'est la suite. Donc là vous avez les trois, s'il te plaît, merci beaucoup. Donc quand je dis travailler avec les cadres existants, c'est qu'on ne peut pas...
se permettre de réinventer la roue et de repartir d'une feuille blanche, c'est impossible. En fait, encore une fois, on a presque 20 ans de méthodologie derrière nous. Ici, vous avez notamment Act. J'ai même pas mis SBTI parce que derrière le plan de transition, vous avez la mesure du bilan carbone qui a 20 ans. Vous avez SBTI et la définition de cible qui a 10 ans, parce que je crois que c'est la COP 21, qui a 10 ans. Vous avez la gouvernance et le financement. Donc derrière le plan de transition, on a un paquet de bonnes choses, dont des scores portés par l'ADEME et le CDP qui s'appelle ACT, aujourd'hui par la World Benchmarking Alliance. On commence à avoir, et je crois que Veolia, vous êtes aussi derrière cette histoire-là, on commence à avoir des facteurs d'évitement. C'est-à-dire qu'on commence à savoir que certaines solutions sont en mesure de revendiquer des émissions évitées par leur usage. C'est un début, à l'image de ce qu'on a commencé à faire quand on avait des facteurs d'émission. Donc des facteurs d'émission monétaires, vous dépensez 10 000 € d'avion. Bon ben voilà, ça vous donne déjà une idée de ce que vous émettez. Et ben là, c'est la même chose. C'est un bon début en fait, mais on a ici 8000 facteurs d'évitement déjà dans la plateforme, il me semble. Et puis sur le financement, il y a autre chose que les crédits carbone. A été lancé il y a 2 semaines la philanthropie climatique portée par Planète Urgence, l'ADEME, Davidson et j'en oublie. Mais en fait, quand il y a un financement d'ONG qui fait du bien au climat, et ben ça compte et que ça devrait être reconnu. Et il y a une chouette association qui existe aussi qui dit que des investisseurs qui investissent au bon endroit, doivent être en mesure aussi de revendiquer leur soutien à des activités bas carbone. Ça s'appelle les climate dividends. Donc vous voyez qu'en fait, aujourd'hui, on a plein de leviers. Il y a une famille de leviers de contribution. Et ce qu'on va s'amuser à faire, c'est de pondérer ces leviers. OK ? Au regard du secteur d'activité. Donc on va dire, en gros, on va prendre les industries et les secteurs d'activité existants, je ne sais pas, on va en prendre une quinzaine, une vingtaine. Ne me posez pas trop de questions précises parce que les travaux commencent, donc je vais sûrement ne pas pouvoir répondre à vos questions. Mais voilà, il existe une quinzaine de secteurs d'activité avec des sous-secteurs et on sait que chacun n'a pas le même rôle en termes de contribution à la neutralité carbone. Le taux de rentabilité, alors je commence par le plus dur, mais en fait il y a ce qu'on appelle la ability to pay, c'est-à-dire la profitabilité de certains secteurs et leur capacité à payer plus de projets que d'autres. Okay, c'est pas pour rien que la Silicon Valley est une des rares à payer $500 de la séquestration carbone par la direct air capture, okay, par exemple. C'est juste un exemple. On va aller regarder la capacité par rapport aux enjeux de transition, on va regarder la capacité à diffuser des solutions climatiques. Mathieu, tu nous en diras un mot. Mais en fait, c'est une erreur de considérer que le net zéro est le même pour toutes les entreprises du monde entier. C'est une connerie monumentale. Donc ce qu'on veut faire déjà, c'est redonner du sens à chacune de ces entreprises et aller pondérer ces leviers-là, okay, pour sortir un espèce de... Je ne veux pas dire score, indicateur, franchement, je ne sais pas la gueule que ça aura, mais un truc entre 0 et 100 que tout le monde comprend. D'accord ? Il y aura peut-être des couleurs aussi, ce serait pas mal. Mais voilà, voilà ce qu'on veut faire. On ne le fait pas tout seul, on est plusieurs, dont... Alors voilà, ça pourrait ressembler à un truc comme ça, avec des bulles. Tu peux passer la suite. Donc, on a lancé un appel d'offres avec Mirovin. On a choisi, sélectionné, donc on a reçu une douzaine de réponses, et on a sélectionné iCare et Winrock. Il y a un truc chez les Français qui est de pas mal faire les choses entre nous. Et en fait, là, moi j'ai beaucoup appris de Net Zero Initiative et on a cherché à s'ouvrir. Alors oui, il y a beaucoup d'entreprises françaises, mais Winrock est basé aux US. Et donc on a tout de suite un pied à l'international, okay, de manière à être compatible avec les cadres tout de suite et chercher une adoption la plus large possible une fois qu'on aura sorti quelque chose. Ça, c'est un premier point. Chez les sponsors, en fait, très vite, on a réussi à intéresser des entreprises qui sont venues s'impliquer. Donc, elles financent l'initiative, mais surtout, elles font partie du steering committee
pour pouvoir être consultés et pouvoir influencer, pouvoir partager leur vision en fait, de ce que doit être une entreprise contributive. Et surtout, on a un board d'advisory, donc un board technique en fait, de conseil, où là, je vous jure, après 18 ans dans le climat, j'hallucine sur les personnes qu'on a. Romain Poivet, on a le WBCSD avec des centaines d'entreprises derrière. Le Value Change Initiative, c'est le sujet de l'intervention dans le scope 3, on a 130 membres. Carbon Market Watch et New Climate Institute, c'est des ONG qui seront là pour garantir en fait, qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les marchés du carbone par exemple. Science Based Target est intéressé pour rejoindre aussi et venir participer à cette histoire-là. Et on a aussi des représentants académiques, notamment Oxford, Net Zero, qui travaillent sur ce sujet-là. Le coup de... Qu'est-ce qu'on a derrière? Je crois que c'est... Voilà où on en est. Kick-off, c'était hier. Il va y avoir 3 phases. On va cartographier ce qui existe. Il y a un travail qu'on dit en chambre. Jamais compris ça, cette histoire en chambre. Mais bon, il y a un travail en chambre qui se fait cet été. J'espère qu'ils ont la clim. Du coup, développement méthodologique pur, juillet-août. Okay. Et après, il y a un vrai gros crash test avec des entreprises. Donc évidemment, les premières qui seront testées, c'est les sponsors, mais avec d'autres entreprises pour arriver à la COP30 et proposer une première version de cet indicateur de contribution. Ça va? C'était à peu près clair ou pas? Ça va l'être encore plus quand Mathieu, tu nous auras dit du coup... alors peut-être, avant de te dire pourquoi vous avez rejoint cette initiative-là qui est hyper ouverte, vous l'aurez compris, à quoi ressemble votre stratégie climatique, je dirais d'un point de vue de la contribution, considérant que maintenant la contribution intègre le plan de transition, la diffusion de solutions climatiques et le financement. Tout à fait. Et je crois que tu as même un support. J'ai même quelques slides. Ouais, alors juste pour que vous puissiez comprendre pourquoi on s'intéresse à ces sujets-là et que c'est pas un hasard. Juste rappeler, je disais en me présentant, donc Veolia c'est une société de service à l'environnement, donc c'est de manière assez logique qu'on a défini la transformation écologique comme notre raison d'être. Et la déclinaison opérationnelle, on va dire, de cette raison d'être, c'est une vision plurielle de la performance où on a cette ambition de mettre au même niveau de la performance économique, qui est celle traditionnellement mise en avant par les entreprises, la performance environnementale, mais aussi nos clients, les salariés, la société. Et donc on voit que finalement, dans notre engagement climat, on retrouve assez classiquement la décarbonation comme un des KPI clés de notre démarche. Et on a décidé de ne pas le mettre dans l'environnement, mais plutôt en face de nos clients, l'apport de solutions qui aident nos clients à se décarboner eux-mêmes. Et donc c'est là qu'on retrouve les émissions évitées. Donc on a déjà 2 des 3 composantes de l'indice de contribution qui sont au plus haut niveau dans la stratégie de l'entreprise. Quand je dis au plus haut niveau, c'est KPI en fait. La rémunération des cadres dirigeants du groupe dépend de l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés sur ces indicateurs. Donc c'est pas de la com, c'est vraiment une démarche concrète. Donc l'engagement climat, j'ai essayé de replacer les éléments clés de cet engagement climat en face des 3 axes de l'indice de contribution pour montrer que finalement, c'était assez logique pour nous de nous inscrire dans ce projet, de soutenir cette initiative. Donc on est, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on a une stratégie Net Zero 2050. Et donc pour ça, on a des objectifs court terme de décarbonation à 2032, donc de réduire de moins 50% nos émissions de scope 1 et 2 et de moins 30% nos émissions de scope 3. Et donc après, effectivement, à long terme, d'être net zéro 2050, je l'ai mis en face du financement climatique parce qu'on sait que une fois qu'on aura réduit au maximum nos émissions, il restera des émissions résiduelles sur lesquelles il faudra qu'on soit capable de générer des émissions négatives en séquestrant du carbone de différentes manières. Donc ça, c'est aujourd'hui ce qui constitue un engagement net zéro classique pour une entreprise. C'est ce qui est attendu par nos parties prenantes, c'est ce qui figure dans les cadres comme la SBTI.
Mais nous, on a souhaité mettre en avant alors, ce qu'on appelle Scope 4, ou les émissions évitées, parce que c'est évident pour une entreprise comme Veolia. Certes, on émet au travers de nos activités, mais au travers de nos activités, on apporte aussi quelque chose de positif à nos clients et nos usagers finaux. Et depuis très longtemps, en fait, on a à cœur de faire en sorte que cet impact positif soit mieux reconnu et que finalement la manière dont une entreprise comme Veolia est évaluée soit pas uniquement sur sa capacité à réduire son impact négatif, mais aussi qu'on puisse prendre en compte de manière adéquate l'impact positif qu'on a aussi. Mathieu, j'ai une première question. Il y a du plus et il y a du moins. Enfin, en gros, là, vous faites du moins sur votre bilan carbone et du plus sur votre scope 4. Okay, donc on voit bien qu'on commence à mélanger et à nuancer, à contrebalancer un peu. Est-ce qu'il est acquis ? Sachant évidemment, c'est deux comptabilités différentes. Ouais. C'est pour ça que moi, je suis pas très fan du terme scope 4, mais j'ai des communicants chez moi qui trouvent ça plus facile à utiliser. Mais on fait évidemment pas de soustraction entre nos émissions scope 1, 2, 3 et nos émissions évitées. Attention, hein. On les met en regard, mais voilà. Est-ce que c'est acquis par l'entreprise que certaines sources d'émissions vont augmenter et qu'on les laisse augmenter et que du coup vous êtes incentivé sur ces sujets-là? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on est amené à se développer. C'est sûr qu'il y a une demande, il y a un besoin pour que des activités comme les nôtres se développent et ça va s'accompagner par des émissions. Maintenant, ce qu'on cherche à faire, c'est orienter la croissance, orienter la stratégie de l'entreprise vers des activités qui certes vont émettre, mais vont apporter un impact positif au travers des émissions évitées en face. Donc en gros des activités utiles, quoi, et pas des activités qui font que émettre sans finalement rien apporter d'autre en face. Et tu saurais nous dire... Ouais. Mais du coup, vos réductions de moins 50%, c'est en absolu? Ouais, c'est en absolu, absolument, ouais. Et juste avant pour vous donner une idée en termes de réduction, donc nous on a donc ces trois activités, énergie, déchets et eau. Donc sur l'énergie, c'est ce sur quoi on a commencé depuis 2018 avec un plan de sortie du charbon en Europe d'ici à 2030. Donc ça c'est un truc assez lourd parce qu'on a décidé, contrairement à d'autres entreprises, de ne pas vendre nos centrales charbon parce qu'on avait bien conscience que si on les vendait, il y en a d'autres qui continueraient de les exploiter à notre place. Donc on a décidé de mettre en place un plan d'investissement de plus d'1,5 milliard d'euros et de transformer ces centrales pour qu'elles n'utilisent plus du charbon, mais qu'elles utilisent autant que possible des énergies renouvelables, de la biomasse souvent, et sinon du gaz, qui reste une énergie de transition. Et puis après, quand on sera sorti du charbon, il faudra sortir du gaz et utiliser du gaz renouvelable. Donc ça, c'est un premier axe, avec évidemment l'efficacité énergétique sur nos installations. Sur les déchets, donc ça, c'est probablement la partie la plus compliquée. Donc on a différents modes de traitement. Le stockage de déchets émet du méthane. Donc là, on a à nouveau un plan d'investissement assez important pour améliorer le captage du méthane sur nos centres de stockage et derrière valoriser le biogaz qu'on récupère. On a un gros problème sur l'incinération, parce que l'incinération, si la capture du carbone aujourd'hui c'est compliqué, c'est coûteux, donc on essaie de voir si on ne pourrait pas trier les plastiques en amont de l'incinération, qui représente finalement 90% des émissions des déchets qu'on brûle. Mais se poser la question de qu'est-ce qu'on fait des plastiques qu'on a sortis de ces flux. Donc ça c'est des trucs sur lesquels on travaille. Et après l'eau, c'est finalement ce qu'il y a de plus simple entre guillemets, parce que nos installations elles consomment pas mal d'électricité. Donc il va falloir qu'on source de manière de plus en plus importante de l'électricité verte, voire qu'on se donne les moyens, partout où on a la possibilité de le faire, de produire notre propre électricité, avec des panneaux solaires par exemple, ou d'autres sources. Est-ce que tu estimes que vous avez plus d'enjeux je sais pas comment dire ça, plus d'enjeux de développement, c'est-à-dire que de transformation pure? C'est-à-dire que on comprend bien que vous avez fermer une centrale au charbon et la remplacer par autre chose, même si c'est du gaz, ça reste 2 fois moins émetteur, il me semble, voire 3 fois. 2 fois.
c'est une forme de transformation, mais est-ce qu'on a besoin d'un Veolia encore plus fort en 2050 pour atteindre collectivement la neutralité carbone? Oui, enfin, ce qui est sûr, c'est que traiter les pollutions liées à la production de déchets, assurer une préservation de la ressource, fournir les gens en eau potable, enfin, nos activités, c'est des services essentiels. On l'a vu pendant la crise Covid. Donc, évidemment qu'il faut qu'on maintienne et qu'on développe ces activités, mais qu'on trouve des moyens de pouvoir délivrer ces services-là de manière vertueuse. Donc on le fait déjà, mais il y a probablement des marges d'amélioration encore, donc c'est ce sur quoi on travaille. Et derrière, effectivement, il faut qu'on trouve un moyen de le faire reconnaître, parce que derrière, on a des enjeux de financer finalement le développement de ces solutions. Si on pense que c'est les meilleurs pour la transition écologique, bah, il faut qu'on arrive à se différencier vis-à-vis des investisseurs pour pouvoir se développer plus vite que les autres. Et en plus, on est sur la track contribution territoriale. Donc vous avez un sujet, vous, très matériel et très territorial. Est-ce que on pourrait même aller jusqu'à parler de localiser votre contribution vraiment à l'échelle territoriale? Ça, vous arrivez à le faire en disant ici, dans telle région, tel département, à tel endroit, on a réussi à baisser les émissions, on a aidé à développer le biogaz. Vous y arrivez ou pas, ça? Oui, et d'ailleurs, la méthodologie, c'est une bonne transition par rapport au sujet des émissions évitées. Donc, 3 exemples de sujets sur lesquels on génère des émissions évitées. Donc, quand on transforme nos centrales charbon, on est en mesure de fournir une énergie qui est moins carbonée à nos utilisateurs finaux. Et donc partout où cette énergie est finalement moins carbonée que le mix énergétique moyen du pays, et bien ça permet de générer des émissions évitées. Sur le traitement des déchets, partout où on incinère des déchets, maintenant, on fait de la récupération de chaleur. Et cette récupération de chaleur, en fait, selon que on la valorise sur des réseaux de chaleur urbains, où on va avoir la possibilité de ne valoriser cette chaleur qu'une partie de l'année. Ou alors, si on arrive à faire des partenariats avec d'autres acteurs industriels pour répondre à des besoins qui sont continus, pour l'activité de l'entreprise, là, en fait, on va avoir un impact qui est plus important. Donc, certes, récupérer l'énergie sur l'incinération, c'est quelque chose d'important, mais on voit bien que selon ce qu'on fait de cette énergie, les acteurs avec lesquels on développe des partenariats pour valoriser cette énergie, on va avoir un impact qui est plus ou moins important. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes le scope 1 et 2 des autres? Oui. C'est lui c'est C'est eux, en fait. Donc, non, mais parce qu'on s'en fout du scope 2 des autres. Vraiment. Je veux dire, quand ça ne fait que 0,3% de vos émissions et qu'on a... Je vous jure, elle existe, cette pub de Total qui nous dit qu'ils ont remplacé avec des ampoules LED dans les stations. Enfin, on s'en fout. On s'en fout, en fait. Mais même vous, je veux dire, si c'est 0,3% des émissions, faites quelque chose, mais ne le dites pas. Ne le dites pas. Ça dessert tout le reste, en fait. Ce qu'on veut, et là, c'est pour ça que je pointe ce sujet-là du doigt, c'est que on a besoin qu'un Veolia se décarbone et qu'il aide les autres à se décarboner. Et il faut qu'on s'assure de ça. Est-ce que ça va bien, Veolia? On va vous appeler chaque semaine. Ça va? Vous vous décarbonez bien? Parce que on a besoin de vous. C'est ça qu'on veut faire apparaître dans l'indice de contribution. C'est encore une fois... Et pardon, je vais un tout petit peu plus loin sur la RSE. Le rôle sociétal des entreprises dans l'atteinte du net zéro global doit être redéfini. Absolument. C'est fondamental pour qu'on puisse avoir une vision. On est assez éduqué maintenant pour savoir que votre enjeu numéro 1 à vous, c'est de vous développer et de nous fournir une énergie bas carbone. Faites-le, faites-le. En fait, si vous financez d'autres choses, et peut-être qu'on peut passer sur le troisième point, c'est super. Mais pareil que les entreprises du oil and gas qui financent de la mangrove au Sénégal, c'est super. Mais ce n'est pas l'enjeu numéro 1. Donc dites-nous ce qui se passe à côté sur la dominante
de la contribution. Donc qu'est-ce que vous faites sur la partie... Alors, sur ce dernier volet, alors souvent, comme avec des entreprises de la taille de Veolia, en fait, on intervient un petit peu de toutes les manières, sur tous les tableaux. Donc c'est vrai que sur les sujets de crédit carbone, en fait, on est à la fois générateur de crédit carbone et on est aussi en position d'acheter des crédits carbone. Donc, deux exemples pour vous permettre de visualiser ça. Typiquement, sur des centres de stockage de déchets en Amérique latine, ça fait 20 ans qu'on s'inscrit dans ce qui s'appelait à l'époque les mécanismes des développements propres qui ont été mis en place suite au protocole de Kyoto, pour là où il n'y a pas de réglementation et rien ne nous oblige à mettre en place des moyens pour capter le biogaz sur les centres de stockage, pouvoir récupérer des crédits carbone liés à ça, et au travers de la vente de ces crédits carbone, ça nous aide à financer ces projets de captage. Donc là, on est développeur de projets et on utilise les crédits carbone comme un levier de financement de ces projets. Après, on peut aussi acheter des crédits carbone pour répondre à des besoins, donc des besoins de clients qui souhaitent que les émissions, qu'on finance des projets, qu'on récupère des crédits carbone à hauteur des émissions du contrat sur lequel on est mobilisé. On peut le faire aussi pour des raisons d'exemplarité, parce qu'on sait qu'il y a certaines émissions, comme les déplacements professionnels ou l'organisation d'événements, de séminaires, qui génèrent des émissions qui sont difficiles à éviter. Après, il y a un dernier exemple qui est un petit peu particulier, mais compte tenu du thème de l'événement, je trouvais ça intéressant de vous le partager. Parmi les activités de Veolia, il y a une filiale qui s'appelle Veolia Agriculture et qui produit des amendements organiques. Donc on est évidemment en lien étroit avec le monde agricole, qui ont fourni ces produits, et ce qu'on a souhaité faire pour finalement aider encore davantage nos clients dans ce domaine-là, c'est finalement les accompagner dans le montage de dossiers label bas carbone, pour qu'ils puissent récupérer finalement le bénéfice, des revenus supplémentaires liés à la séquestration de carbone dans le sol, qui est permise en partie par les produits qu'on leur fournit, mais aussi les réductions et la séquestration permises par les changements de pratiques sur lesquels on les accompagne en parallèle. Donc ça, on a aujourd'hui un projet pilote avec un ensemble de 8 agriculteurs. Donc c'est des grandes cultures, c'est essentiellement donc d'une taille moyenne de 170 hectares qui sont situés dans le Grand Ouest. Et donc du coup, ça c'est un projet. Je vous donnais quelques chiffres pour vous donner une idée. Donc en fait, c'est un projet sur 5 ans qui va permettre de générer 8000 crédits carbone. Donc ça fait à peu près un crédit carbone par hectare et par an, et ça va permettre à chaque agriculteur de récupérer 40 000 euros donc sur la période du projet, 40 000 euros supplémentaires. Donc ça c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, parce que ça vient au-delà de notre activité traditionnelle, finalement ajouter quelque chose qui va aider nos clients à non seulement faire évoluer leur pratique pour quelque chose de plus positif, mais en retirer un bénéfice économique. Et ce ne sera pas 10 euros le crédit carbone? Non, c'est des crédits carbone qui seront plutôt autour de 50 euros. Mais plus, on rajoute un zéro. Enfin, 50 euros, ça c'est le prix aujourd'hui, mais effectivement, dans 5 ans, ça vaudra probablement mais plus. il faudra acheter ce crédit carbone 500 euros en fait. Parce que si vous vous libérez de l'approche net zéro, crédit carbone, etc., crédit, j'ai le droit d'émettre, donc ma mère, ça fait 18 ans que j'explique à ma mère que c'est pas, et à mes potes aussi, qu'un crédit, c'est pas le droit d'émettre, c'est un certificat. Et d'ailleurs, on parle de certificat d'attributs environnementaux, ok? Et donc, il faut revenir au terme certificat. Ce certificat-là, il vaudra 500 euros. Sinon, l'agriculteur, il ne va pas se bouger. Et Mathieu le disait très bien tout à l'heure, ils ont besoin de financement. Et franchement, 50 euros, c'est pas assez. Donc si vous vous libérez des émissions dites résiduelles, vous savez ce fameux truc de... Et tu l'as dit un petit peu d'ailleurs, tu as dit des émissions qu'on n'a pas pu éviter sur les événements. Qui dit en fait que cet événement il n'aura pas pu se faire ailleurs, que les gens en fait auraient pu venir en vélo? Qu'est-ce qui les en empêche en fait? C'est extrêmement subjectif. Donc il faut se libérer totalement et oublier cette histoire d'émissions résiduelles. C'est une connerie aussi. Et revenir sur nos capacités en fait, à contribuer avec les leviers de l'entreprise, tu l'as bien dit, et les capacités de financement de ces entreprises-là. Et à ce moment-là, on peut commencer à acheter des crédits carbone 500 euros. On va peut-être passer aux questions, vu qu'il est 35.
Est-ce que vous avez des... Ouais. Tu peux te mettre là. Je vais parler fond. Juste pour m'assurer que j'ai bien compris sur le principe du scope 4, vous avez parlé de l'exemple des amendements organiques pour l'agriculteur. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui va utiliser ça, il va réduire ses engrais minéraux, donc il va il va réduire ses émissions à l'utilisation d'engrais. Et donc c'est ces émissions réduites via l'utilisation d'amendements organiques que vous comptez dans le scope 4, c'est ça? Exactement. Ok, Tout à fait. merci. Et d'ailleurs, les émissions évitées sont mesurées depuis plus de 30 ans, du coup. Donc, les méthodologies, on a l'impression que c'est un truc nouveau parce que la plateforme vient de sortir. Non, ça fait 30 ans qu'on sait mesurer des émissions évitées avec une situation de référence, plus ou moins factuelle, c'est-à-dire est-ce qu'elle est dans le futur ou est-ce qu'elle est dans le passé. Quand vous préservez une forêt de déforestation, vous regardez ce qui va se passer dans le futur. Alors que là, on a quand même les factures d'intrants chimiques versus de l'organique. Ouais. Donc, je vais poursuivre. Si je suis une entreprise agroalimentaire qui travaille sur la nutrition végétale et que je propose à mes clients une alimentation végétale en substitution partielle ou totale, Ouais. une alimentation plus carnée, Oui. ça rentre aussi dans ce évitement de... Ouais, et donc là, si on se projette un peu dans l'indicateur de contribution, la pondération pour vous, ce qui va peser lourd, votre premier levier, ce sera la diffusion de vos solutions. Parce qu'on a besoin d'une alimentation décarbonée et que vous êtes un fournisseur de la solution, en fait. Donc il faut émettre plus. Pardon. Oui. Juste, je vais être obligé d'utiliser quelques acronymes. Ouais. Je m'excuse dès le départ parce que je ne les ai pas créés. Je trouve ça assez On entend bien. Cet indicateur, il sera, si j'ai bien compris, il sera certifiable, puisqu'on a déjà c'est pour éviter les couches. En fait, moi je suis investisseur ESG, donc je m'occupe de ce que je connais, je suis dans mon couloir de l'âge malheureusement. Et on a déjà la CSRD qui nous met des ESRS dans tous les sens, Oui. à la place des entreprises. Ouais. On va pas refaire la chose, vous avez très très bien présenté, l'initiative est fantastique, mais j'essaye de comprendre comment cet indicateur de contribution, moi en tant qu'investisseur ESG, ça va me permettre d'éviter le greenwashing dans telle ou telle boîte, parce que c'est ça la finalité. Ouais. On s'en fiche Ouais. pour faire le monde à ce niveau-là. Et deuxième question, donc ça c'est ma première question, comment il sera certifiable? Est-ce que ça serait avec un ISO, un AFNOR, un SBTI? Comment vous allez faire que l'information sera pertinente et que la data sera vérifiable, etc. Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, pour Veolia, qui sont des camarades, moi j'étais en Inde pour eux en 2010, donc de 2005 à 2010 à Pondichéry. Et comment vous calculez votre contribution d'empreinte de neutralité carbone sur un développement pays? On sait que c'est comme l'Inde et la Chine qui sont les deux sujets majeurs. Et donc comment ça s'intègre plus qu'une jolie ligne dans un rapport de durabilité que personne lira par mois? Comment ça s'intégrera dans vos prospectives, quoi. Là, je parle de l'Inde parce que j'ai vu des choses à Pondichéry, là, pour parler pratico-pratique, qui étaient surréalistes à l'époque. Ouais. Je sais Donc, pas si c'est clair. non, c'est hyper clair. C'est pas pour rien que vous retrouvez Sweep derrière cette histoire-là. Bon, moi, c'est un petit plaisir personnel, je vous avoue, mais en fin d'année, cet indicateur basé sur de la donnée sera disponible dans Sweep. Et je le redis parce que je sais qu'il y a aussi des camarades SaaS dans la salle et cette méthodologie sera disponible aussi pour d'autres acteurs, y compris les investisseurs. C'est pour ça qu'on retrouve Mirovin, y compris du B-Lab et du B-Corp si demain ils veulent s'en saisir pour pouvoir mieux identifier les capacités de contribution des entreprises. Mais il y a deux livrables, si vous voulez, qu'on va... Voilà. Le premier, c'est de dire, moi, je fais partie de tel secteur, je fais telle taille, je suis dans telle géographie. Voilà à quoi ressemble mon plan de contribution. Et voilà mes dominantes. Et comme ça, au moins, n'importe qui pourra savoir à quoi ressemble un plan de contribution. Et ensuite, le deuxième bloc, c'est quelle est ma donnée disponible? Et dans ce cas-là, moi, je renvoie à la traçabilité, l'auditabilité de la donnée, quelle qu'elle soit. Et donc, normalement, oui, c'est auditable, certifiable, mais je rappelle que c'est un projet de recherche. C'est-à-dire qu'à ce stade, et c'est pour ça qu'on a ouvert avec autant d'organisations de renom, c'est un projet de recherche qui vient alimenter, influencer les cadres existants. Et on vise la COP30, on essaie de faire un gros splash à la COP30 pour que demain, il y ait une suite, qu'on ait des investisseurs qui disent « moi, je l'adopte, ce truc ».
ça me va bien, et donc on le renforce, on va un peu plus loin. Et si j'ai moi-même un pied dans l'ISO 14060 en tant qu'expert, c'est pas pour rien. C'est qu'on a, pour la première fois, un pied dedans et un pied dehors, donc ça c'est une bonne chose. Sur le- Juste pour être sûr de bien comprendre la question sur l'Inde, c'est quoi, ce qui se passe là-bas, c'est pas forcément hyper vertueux, et comment nous on présente les choses. Et comme vous êtes sur place, On est encore, on est encore sur place, et par rapport à 2010, j'imagine que les choses se sont améliorées. En fait, c'est là que ces initiatives sont importantes pour nous. C'est que si on s'en tient à la comptabilité carbone scope 1, 2, 3, en fait, ça marche pas pour nous. Parce que, en fait, Veolia va là où les gens ont besoin qu'on les aide à améliorer une situation. Et en termes de comptabilité carbone, la manière dont ça se traduit, c'est que si je vais pas, par exemple, mon bilan, c'est 10. Si je vais pas à Pondichéry, mon bilan, il reste à 10. Si je vais à Pondichéry, dès que je signe le contrat, je prends les émissions qui vont avec, et mon bilan, il passe, je sais pas, à 15. Donc, si on s'en tient là, en fait, on se dit, mais c'est nul, Veolia, l'année dernière, c'était 10, et cette année, c'est 15. Sauf que le problème, c'est que nous, notre job, ça va être de faire en sorte que ça passe de 15 à 14, à 13, à 12. Et ça, en fait, aujourd'hui, la comptabilité carbone, ça ne permet pas de mettre en avant cet effet positif suffisamment bien. Donc, voilà. Donc, nous, on essaye de le faire de manière volontaire et au travers des émissions évitées. Mais on a besoin, effectivement, que dans le corpus normatif, au travers d'initiatives portées qui ne soient pas portées par Veolia pour Veolia, mais des initiatives indépendantes, qu'il y ait des choses sur lesquelles qu'on puisse s'appuyer pour faire des démonstrations qui soient opposables, quoi. Alors, ouais. Ici, et puis là, peut-être on peut prendre une volée de questions. Allez-y. Alors, Delphine Duclavrier, je représente les agriculteurs bio de France, donc la Fédération nationale d'agriculture biologique. Et en fait, j'avais une question pour les intervenants et pour la salle plus généralement. En fait, nous, on est confrontés au fait qu'on a des agriculteurs qui ont déjà des bonnes pratiques vertueuses. Et en fait, tout l'argent de la transition nous échappe. Parce qu'en fait, voilà, par exemple, typiquement sur la matière organique, c'est le fondement du cahier des charges de la bio que de mettre de la matière organique. Et aucun agriculteur bio ne reçoit d'argent du privé pour faire ça. Donc je voulais simplement profiter de l'Agora pour vous le dire, si jamais vous avez des idées sur comment on finance du maintien dans nos fermes, sachant que la bio est en train de régresser. On a tous les jours des agriculteurs qui repassent en conventionnel, donc ça veut dire des phytos dans les sols, ça veut dire tout ce que vous savez. Donc j'alerte là-dessus parce que toutes les dynamiques aujourd'hui sont basées sur la transition. Donc en gros, plus on est mauvais aujourd'hui en matière d'agriculture, plus on peut émarger à différents endroits, y compris dans la PAC, y compris dans les soutiens publics et y compris dans les soutiens privés. Et donc, nous, on est en train de travailler à cette question, comment collaborer avec le monde de l'entreprise pour nous aider à maintenir des fermes vertueuses. Parce que si on finance la transition, il faut se dire que les gens, une fois qu'ils ont fait la transition, ils ont besoin de se maintenir. Sinon, ils vont retourner en arrière. Et j'ai des exemples d'agriculteurs qui nous disent, moi, dès que le soutien public s'arrête au bout de 5 ans, je vais retourner la prairie qu'on m'aura payé à mettre grâce à la PAC. Donc, je vous alerte là-dessus. Et si vous avez des solutions pour soutenir les bio en ce moment, venez me voir. On est trois personnes de la FNAB. Aujourd'hui, il y a mon ancien président qui est là, dans une autre salle, et une agricultrice des Hauts-de-France aussi, et moi je suis chargée de mission en charge un peu de ces sujets-là. Donc voilà, je vous alerte là-dessus, si vous avez des réponses court terme, je veux bien, et sinon on est à votre disposition pour travailler. Et pour Veolia, on a une idée de projet sur les biodéchets, puisque à la FNAB on travaille sur les biodéchets. Il y a un enjeu de faire revenir les déchets ménagers dans les fermes bio, puisque justement on a besoin de matière organique et qu'on a quasiment plus d'élevage. Et donc il est urgent que les plateformes de biodéchets, dont certaines sans doute sont gérées par Veolia, puissent aller en priorité chez les bio. En fait, parce que justement, on n'a pas d'engrais minéraux. Alors, un commentaire. Cette prime au cancre que vous définissez, c'est la base de la finance carbone. Et donc, tout le monde nous dit, non mais je veux être sûr que mon crédit carbone, c'est bien une tonne de CO2 que j'ai évité réellement. Vous savez, c'est l'approche, je suis désolé, moi, aujourd'hui, c'est l'approche ingénieur, quoi. C'est-à-dire vraiment, il faut être sûr de cette précision-là. Donc on parle de factuel, ok. Et il y a une approche qui est contrefactuelle. L'approche contrefactuelle, elle dit, en fait, mon exploitation bio, elle devrait être 4 fois plus grande, 4 fois plus forte, et je devrais me développer beaucoup plus. C'est-à-dire que votre scénario de référence sur lequel vous vous basez pour dire j'ai un impact positif, il est dans le futur.
Mais là, vous avez tout le monde, tous les grands de la comptabilité carbone qui vous disent mais c'est contrefactuel, en fait tu te bases sur un truc qui n'existe pas, comment je vais le prouver en fait que... Et c'est vrai, mais on s'en fout. Et donc il y a, en fait c'est un sujet un peu de, je pense, d'état d'esprit et de méthodologie aussi. L'ONG pour laquelle je travaillais, au Cambodge, diffusait des foyers de cuisson améliorés. Pour obtenir des crédits carbone, on disait, en fait, ces gens-là qui sont en train de crever, eh ben, en fait, ils devraient ne pas crever. C'est ça le scénario de référence. Ils devraient avoir ce niveau de développement, et d'ailleurs c'est un peu lié à l'Inde aussi, ils devraient avoir ce niveau de développement. Si nous, on n'était pas là, alors ils se nourriraient mal, ils tomberaient malades, etc. Donc, ce gap-là, qui est dans le futur, vous l'aurez compris, il n'est pas dans le passé, parce que eh ben, c'est celui-là qui doit être financé. Donc, il y a des solutions quand même en termes méthodologiques qui existent. On va prendre deux questions, trois questions, et après on arrête. Je voulais juste me souvenir, parce que je suis agricultrice bio depuis 20 ans en Italie. Donc je suis première fois que je fais partie de l'association. Mais surtout, en fait, je travaille en finance aussi pendant 20 ans avant. Donc je voulais faire un commentaire sur le prix de 500 € de la tonne de carbone. En finance, pour pouvoir valoriser un asset à un prix différent, il faut qu'on ait un rating qui justifie ce prix. Donc dans votre indicateur, est-ce que vous allez, par secteur, donner des ratings différents au crédit carbone pour justifier un prix différent? Non, donc les assets carbone, hein, vous avez soit la taxe carbone, en termes de tarification du carbone, je le fais hyper vite. La taxe carbone, elle existe, c'est un impôt, ok. En France, on est à une cinquantaine d'euros, 45 je crois, ça s'est arrêté depuis les Gilets jaunes. Après, vous avez la tarification de marché avec le droit à émettre du CO2. 50% des émissions européennes sont sous plafond. Okay, là, on doit tourner à 60 € le droit à émettre du CO2. Et après, vous avez le crédit carbone. Le crédit carbone, c'est le coût d'abattement d'une tonne de CO2. Quand vous rentrez ici, dans ce monde-là, il y a d'une part ce qu'on a retrouvé sur le marché, mais en fait qui est relativement faux, c'est-à-dire à combien s'échange un crédit carbone. Donc ça, c'est ce dont tu parlais, Mathieu, sur le MDP, etc. On va encore en entendre parler un petit peu sur l'article 6 de l'accord de Paris, mais c'est un faux mécanisme de marché, c'est un prix moyen d'une tonne. En vrai, ce qui compte, c'est le coût d'abattement de la tonne de CO2. C'est pour cette raison que un agriculteur, à l'hectare, il devrait dire, moi, ce qui me coûte sur 7 hectares, avec tel business model, sur telle géographie, ça me coûte X euros pour réduire une tonne de CO2. En Turquie, si vous faites de la micro-hydro ou de l'hydroélectricité, vous avez un business model qui n'est pas du tout le même parce que vous vendez des millions de kilowattheures, donc vous avez en fait plein de revenus, okay, et par ailleurs, vous évitez plein de tonnes de CO2. Donc ça vous fait un crédit carbone à 2 €. Ça ne veut pas dire qu'il est de mauvaise qualité, pas du tout. C'est juste que la typologie et le business model du projet est totalement différent. Il n'y a pas de rating, je vais le dire encore plus clair, le prix du crédit carbone ne dit rien de sa qualité. Mais en Angleterre, il y a des ratings déjà. Je vous pose la question parce que par exemple, Chambord, avec des nouvelles forêts en label pas carbone, ils ont réussi à valoriser à 100 €. Mais 100 € pourquoi? Parce que les gens veulent bien l'acheter 100 €. Nous, on soutient GreenPods. C'est un marché aux Américains un peu. On soutient GreenPods qui fait de la... Ça y est, les amendes sont sorties, elles sont hyper bonnes. En Occitanie, voilà, l'année dernière, on a dit 70. On a dit, bah, vous avez besoin de combien? Bah, je sais pas, on n'a qu'à dire 100 € là-dessus. Je dis, bah, ok, en fait, on s'en fout. On achètera moins de tonnes, on met 100 € la tonne si tu veux. Tu vois. En fait, tant que ça finance leur projet, c'est ça le plus important. Mais c'est un sujet de coût d'abattement de la tonne de CO2, en fait. Il faut que ce soit échangeable après. Il faut que l'autre accepte de payer, ouais. On va prendre une dernière question. Bonjour, moi je suis Florence Chimplin, je travaille pour le groupe Bell, je charge du climat et de l'eau, sur toute la chaîne de valeur. Je suis très intéressée par ce projet d'indice de contribution. Donc évidemment, on a des engagements de décarbonation, scope 1, 2, scope 3, et en plus maintenant avec FLAG, les entreprises d'agroalimentaire, il faut doubler carrément nos objectifs de réduction. Donc beaucoup de travail à faire dans ce cadre-là. Scope 4, je ne sais pas très bien si on peut considérer qu'en développant les produits fromagers, ça vient nourrir, du coup, ça vient apporter une réponse à ceux qui mangent moins de viande, peut-être. Je pense que ça peut être intéressant. Je ne m'autorise pas encore à le penser comme ça. Et après, on a tout un plan de financement climatique
très ambitieux en dehors de notre chaîne de valeur, avec des projets de protection de forêt, mais surtout avec des projets de réhabilitation tourbière. Aujourd'hui, il n'y a personne qui s'intéresse à ce sujet, notamment privé. Ça représente quand même 5 à 10% des émissions de gaz à effet de serre par an. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de label qui bat un peu avec le ministère pour les accès. Et dans SBTI, quand on regarde vraiment les lignes, eh bien en fait SBTI ne le prend pas en considération puisque ce n'est pas de la séquestration en tant que telle, mais de l'évitement. Donc, on continue ce qu'on est en train de faire, on met beaucoup d'argent sur la table. Moi, la question que j'avais, c'est est-ce que dans cet indice, on considère aussi la stratégie d'influence des entreprises? Typiquement, ce que je suis en train de faire actuellement avec le ministère en développant, en essayant de faire en sorte que ce label sorte, et on est en train de créer une alliance autour de la réhabilitation des tourbières, on a une alliance pour l'agriculture régénératrice également. Est-ce que ça, c'est des initiatives qu'on peut demain aller valoriser à travers ce type d'indicateur? Donc 30 secondes. 30 secondes. Ouais. En fait, il y a un quatrième bloc qui est celui de l'influence et du lobby positif. Donc on le retrouve déjà un petit peu dans le nouveau standard Bicorp. On le retrouve chez Unilever a fait un article récemment sur son influence qu'il pouvait avoir dans les associations commerciales dont il fait partie. C'était un peu le sujet déjà de hier dans le kick-off, c'est-à-dire est-ce que c'est bien mesurable et si oui, comment vous allez le mesurer? Donc on a envie de le prendre en compte, ce quatrième axe de contribution. On va essayer, il reste à voir s'il sera mesurable ou pas, mais on aimerait bien le prendre en compte, quoi. Et puis voilà, le dernier mot, c'est celui de réconciliation, en fait. On se fight dans l'advisory board avant même qu'il ait commencé, je vous jure. Et c'est génial. Et ce que je vois, moi, c'est qu'on a besoin, dans tous ces blocs méthodologiques, plutôt que de dire « Ah, mais il faut réduire avant d'acheter quoi que ce soit, et on verra en 2049 où t'en es ». En fait, j'ai vraiment le sentiment là qu'on a besoin de réconciliation, alors même au-delà de cette salle et du sujet du climat, et que je pense que la contribution est capable de porter cette réconciliation. Merci. Super. Merci beaucoup.